Mesdames et messieurs les présidents ou directeurs, mesdames et messieurs les professeurs, avocats, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, je suis très heureux d'ouvrir ce matin cette 8e édition, et donc nous sommes dans une tradition maintenant bien établie, des entretiens en droit social qui sont, comme vous le savez, co-organisés par la section du rapport et des études et la section sociale du Conseil d'État qui est consacrée, cette 8e édition, aujourd'hui à la régulation économique de la santé. Ces entretiens, donc, nous en sommes à la 8e récurrence, sont des moments importants dans la vie du Conseil d'État, car ils sont l'occasion pour nous d'aborder des sujets qui sont au cœur des débats en matière de santé, de politique sociale ou de travail. Et ces entretiens nous permettent de mieux appréhender les enjeux concrets, pratiques, qui sous-tendent les questions dont nous pouvons être saisis, à la fois comme juge, mais aussi comme conseil du gouvernement. Et personnellement, je me réjouis particulièrement que lorsque le droit, l'économie et les politiques publiques se croisent ici dans cette salle, je suis particulièrement heureux de lancer ce type de réflexion. Alors aujourd'hui, le sujet régulation économique de la santé s'ouvre de mon point de vue sur une première interrogation. Mais qu'est-ce que la régulation ? C'est un mot aujourd'hui utilisé dans tous les sens, qui s'applique aussi bien en matière économique que dans le champ de l'action publique, de la vie institutionnelle et politique. On parle même de régulation démocratique. Et c'est pourtant un mot qui n'existait pas en réalité dans notre vocabulaire au début des années 80. Je me souviens dans les télécommunications, quand j'avais proposé de dénommer autorité de régulation des télécommunications, on m'avait dit que ce mot n'était pas français, en tout cas ne pouvait pas être utilisé dans une loi, et c'était à la fin des années 80, au tout début des années 90. En réalité, ce mot a un caractère polysémique qui parfois embrouille le sens. Et il vient parfois aussi d'une traduction littérale du mot anglais regulation, qui se traduit plutôt en français par celui de réglementation, ce qui ne correspond pas, en tout cas pas entièrement, au phénomène que la régulation tend à recouvrir. Il faut donc regarder, comme souvent, le dictionnaire. Et le dictionnaire décrit la régulation, un mot issu de la physique et des sciences techniques, qui désigne la régulation, et je trouve que la définition est excellente, c'est le fait de maintenir en équilibre, d'assurer le fonctionnement correct d'un système complexe. C'est le thermostat, en quelque sorte, du radiateur ou de la chaufferie. Et d'un point de vue général, je trouve qu'effectivement, la régulation, c'est le fait d'articuler plusieurs objectifs divergents, voire contradictoires, pour parvenir à un équilibre optimal dans lequel il ne serait pas possible d'accroître significativement la satisfaction de l'un sans réduire à proportion au moins égale celle d'un autre. Et donc souvent associé au secteur économique, à la libéralisation des secteurs monopolistiques, la régulation ne saurait pourtant en être l'apanage. Elle trouve à s'appliquer dans de nombreux domaines qui échappent, au moins partiellement, à une logique de marché. Et quand on parle de ces secteurs, la santé est clairement l'un d'entre eux où la logique économique, la logique de marché, ne peut pas être évidemment le seul objectif poursuivi. Associer une logique de régulation économique à la conduite de la politique de santé n'a pas toujours été évident. Mais dès lors que la santé a un coût, ce qui est, on le sait, difficilement contestable, elle repose au moins en partie sur une logique économique. Il faut en effet déterminer combien le service de la santé coûte à produire pour un médicament, pour, de manière générale, le service médical à proprement parler, pour quels résultats, avec quelle efficacité et surtout qui doit payer. Toutes ces questions sont intimement liées et comme dans tout système, elles influent l'une sur l'autre dans une logique d'interdépendance.
Leur articulation ne peut pas donc être laissée au hasard et doit faire l'objet d'une approche globale qui combine les dimensions politiques, économiques, sociales et techniques de la santé dans une logique de long terme conforme aux arbitrages réalisés par ceux qui, dans une démocratie représentative, et espérons que nous vivrons encore longtemps dans un tel régime, malgré les remises en cause violentes et simplificatrices parfois auxquelles nous assistons, eh bien, dans une démocratie représentative, ce sont aux élus qui représentent les citoyens de fixer les normes qui, encore une fois, orientent, définissent les politiques publiques. Nous avons donc un beau sujet de débat aujourd'hui, tant l'organisation et le fonctionnement du secteur de la santé, compte tenu de sa complexité, présente des caractéristiques propres qui justifient un besoin de régulation, et je voudrais m'attarder d'abord, essayer de décrire, d'approcher ce besoin de régulation, avant de nous interroger peut-être sur les orientations auxquelles ce besoin donne lieu. Alors, ce qui est sûr, c'est que, et reprenant la définition que j'ai donnée du dictionnaire, le secteur de la santé forme sans aucun doute un système complexe, un ensemble complexe dont les équilibres ne peuvent être atteints, ne peuvent être tentés qu'en faisant l'objet d'une régulation active. Système complexe parce que la politique de la santé poursuit des objectifs multiples et parfois contradictoires. En matière de santé, la régulation ne peut résulter de la seule comparaison de fonctions de coûts et de gains. En effet, il y a évidemment d'autres enjeux, des enjeux éthiques, des enjeux moraux, des enjeux de qualité, de sécurité associés à la santé qui font que la régulation économique de la santé dépasse évidemment la seule logique de maîtrise des dépenses publiques et implique plus largement de s'assurer que la dépense en matière de santé finance un service suffisamment efficient par rapport aux objectifs poursuivis. La question de la régulation économique de la santé fait ainsi apparaître ce qui a pu être décrit comme un quadrilemme, à savoir une tension entre la maîtrise des dépenses de santé, d'une part, la qualité des soins en deuxième lieu, leur distribution équitable dans la population en troisième lieu, et le maintien d'une suffisante flexibilité pour ne pas désinciter les acteurs privés qui, par leur action, contribuent aussi au progrès médical. Donc, diversité d'objectifs et souvent contradictoires, comment les réconcilier? Mais à cette complexité s'ajoute que la politique de la santé elle-même repose sur des acteurs multiples, avec des patients qui tentent à privilégier, c'est normal, la qualité et l'efficacité des soins. Mais qualité, efficacité, souvent plus ressentie que mesurée. Combien de patients mesurent la qualité du médecin auquel ils s'adressent par la longueur de la liste de médicaments qu'ils ont avec eux lorsqu'ils sortent du cabinet? Des médecins qui poursuivent une logique de soins et revendiquent à ce titre l'indépendance de leur prise de décision dans l'art médical. Des établissements de santé et des gestionnaires qui suivent une logique qualitative, mais qui ne peuvent pas s'affranchir, compte tenu des coûts de fonctionnement, évidemment, d'une condition de rentabilité. Ainsi, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, l'une des questions fondamentales derrière la régulation économique de la santé est bien celle de la soutenabilité économique de notre modèle à moyen terme. Cette soutenabilité ne peut pas seulement être envisagée sous l'angle des finances publiques, tant elle est liée aussi à la qualité des soins, à l'efficience du système, pour garantir la prévention et le traitement effectif des diverses pathologies. Diversité des objectifs, diversité des acteurs, mais voilà, revenons sur ce besoin de régulation économique pour essayer de la caractériser. D'abord, le secteur de la santé, et je pense que les discussions qui auront lieu aujourd'hui le mettront en exergue, le secteur de la santé est soumis à des enjeux d'abord d'innovation et de concurrence qui sont de plus en plus prégnants.
À cet égard, permettez-moi de m'attarder un tout petit peu sur la concurrence dans le secteur de la santé. Il est clair que la concurrence n'est pas, comme dans d'autres secteurs, un objectif que la régulation tente à faire advenir. Il ne s'agit pas de prôner une concurrence pure et parfaite en matière de santé. En revanche, la concurrence peut être l'un des éléments de la régulation économique du secteur de la santé, et je prendrai un exemple pour l'illustrer, c'est celui du médicament. Il existe dans ce domaine un réel enjeu de soutien à l'innovation, mais aussi, on en parlera avec le rôle du comité économique des produits de santé, de régulation des prix au profit des patients. Et ces deux objectifs, innovation et régulation des prix, peuvent se contredire dès lors que le progrès médical passe par l'innovation, mais que celle-ci se traduit souvent par des monopoles ou des rentes tarifaires du fait des brevets ou des coûts de production d'un produit. Il faut donc trouver le juste équilibre entre les incitations à la recherche et à l'innovation, et en même temps à la poursuite, à la satisfaction d'un objectif d'équité dans l'accès aux soins. Et l'autorité de la concurrence s'était penchée dans un avis de 2013 sur cette question, notamment au travers d'interrogations sur le meilleur modèle de distribution des médicaments en ville, et une nouvelle enquête initiée en 2017 s'intéresse aux obstacles que rencontrent les acteurs du secteur pharmaceutique ou de la biologie médicale en matière d'innovation. L'irruption de ces logiques concurrentielles économiques a pu apparaître comme un risque pour notre modèle de santé fondé sur la redistribution et l'égalité dans l'accès aux soins. Je crois pour ma part que ces évolutions doivent être une opportunité, à condition d'être convenablement articulées avec les principes fondamentaux de notre système, et notamment le principe d'égalité. En effet, il a été constaté à plusieurs reprises que notre système de santé se caractérise par un coût élevé, marqué par un niveau de dépenses publiques parmi les plus importants dans les pays développés. Je rappelle que la France, je dirais, si l'on prend la part des dépenses de santé dans le PIB, arrive au 4e niveau mondial, après les États-Unis, après la Suisse et après l'Allemagne, avec 11% du PIB. Elle arrive donc en 4e position et au-dessus de la moyenne européenne, qui est un peu plus basse à 10%. Niveau très élevé de dépenses publiques, maintient parfois des déficits qui persistent, alors qu'en parallèle, les performances collectives pourraient être améliorées dans certains secteurs. Je pense encore à la mortalité infantile, sur laquelle nous avons aussi des progrès à faire, et que l'on persiste, la Cour des comptes le disait encore récemment, que persistent des inégalités dans l'accès aux soins. Dans ce contexte insatisfaisant, le recours mesuré aux principes économiques et concurrentiels pourrait conduire, on en discutera aujourd'hui, à un nouveau modèle de régulation économique qui favoriserait à la fois un haut niveau de protection et de qualité, ainsi qu'une meilleure efficacité, tout en permettant aux acteurs privés de se saisir des opportunités offertes pour innover et faire progresser la connaissance en matière médicale. Et je parle sous le contrôle de Jean-Claude Bonichot, mais le droit de l'Union européenne nous y invite, tout en admettant des dérogations pour tenir compte de la spécificité du secteur de la santé. Et parmi les exercices réussis, je voulais personnellement saluer le reste à charge zéro. Je trouve que cette réforme récente pour les prothèses auditives, pour les prothèses dentaires ou les lunettes, est une bonne articulation justement entre plus de concurrence pour faire baisser les prix chez les industriels qui vont rendre en quelque sorte une part supplémentaire des gains de productivité qu'ils réalisent au profit des consommateurs, une part de contrainte aussi pour forcer dans la distribution la présence d'une offre standard et pour laquelle le reste à charge sera égal à zéro pour le patient. Et puis, troisième composante, un effet de prescription
dès lors que voilà, on va concentrer la demande sur des équipements standardisés, achetés en très grand nombre, ce qui a pour objet de faire baisser les prix. Et personnellement, je trouve que ce type d'expérience qui conjugue plus de concurrence, plus de contraintes et un effet de prescription massive pour faire baisser les prix est un bon exemple de régulation nouvelle qui pourrait peut-être inspirer d'autres secteurs. Alors, j'ai peut-être rappelé des évidences. Je voulais terminer par quelques questions qui se posent sur la capacité de ce modèle de régulation à réaliser les objectifs définis. Et c'est normal, dans une introduction, je ne voudrais pas apporter des réponses, mais plutôt lancer le débat sous la forme d'interrogations. La première question qui se pose a trait aux acteurs de la régulation et à la coordination de leurs actions. Je disais qu'ils étaient nombreux, et c'est particulièrement vrai en matière de santé. Nous avons donc une diversité des acteurs que j'ai essayé de citer, mais la régulation elle-même est morcelée et repose sur de multiples opérateurs. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, est ainsi compétente pour le très dynamique secteur de la médecine en ville, alors que l'État est pour sa part responsable du secteur hospitalier. En parallèle, la régulation de la santé est segmentée entre l'échelon régional, qui a été renforcé en 2010 par la création des autorités régionales de santé, les ARS, qui régulent, orientent et organisent l'offre de services de santé, et l'échelon central, qui conserve un rôle essentiel dans l'attribution des moyens, au travers notamment de la définition de l'ONDAM, l'objectif d'évolution des dépenses d'assurance maladie, et la fixation des prix. Cette diversité des régulateurs crée de la complexité, malgré l'effort de rationalisation mené ces dernières années. Dans le même temps, ce foisonnement entre acteurs de la régulation peut conduire à une dilution des responsabilités. La légitimité de l'intervention de l'État est évidente pour garantir l'équité du système, assurer une certaine transparence en matière de procédures et de prix, mais l'existence d'autres régulateurs, comme les agences sanitaires, au nombre desquelles figure par exemple l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, interroge sur la nature du contrôle que ces régulateurs opèrent, l'étendue des informations dont ils disposent par rapport à ceux qu'ils contrôlent, la fameuse asymétrie d'informations, et je parle notamment des laboratoires, mais aussi sur la relation qu'ils entretiennent avec l'État, ce dernier pouvant voir sa responsabilité engagée le cas échéant. Tout le monde pense évidemment à l'affaire du Mediator, et le rapporteur public du Conseil d'État relevait en concluant dans cette affaire qu'en matière sanitaire, l'État est astreint à une obligation de particulière vigilance qui justifie qu'il cherche activement l'information pertinente et se dote d'une expertise utile à l'exercice de ses missions de contrôle. La clarification des relations et des responsabilités est donc indispensable, même si je ne m'étendrai pas sur ces questions parce qu'elles seront largement abordées par la troisième table ronde présidée par Didier Tabuteau, le président de la section sociale du Conseil d'État. Une autre question porte sur les instruments de la régulation en matière de santé. Cette régulation repose en effet largement sur des instruments assez classiques en la matière, à savoir les procédures négociées et participatives et des règles davantage incitatives que contraignantes, via par exemple des mécanismes souples visant à influencer les comportements sans les contraindre. Les lois de financement de la sécurité sociale ne fixent pas de montants limitatifs, mais des objectifs de dépenses, et notamment le fameux ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Plus largement, la technique contractuelle est très utilisée dans la régulation de la santé, au travers notamment du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, conclu entre les établissements de santé et les directeurs de l'ARS et de l'organisme local d'assurance maladie. Des mécanismes de certification par la Haute Autorité de Santé et de négociation par la CNAM
profession par profession, de la tarification des actes. En parallèle, ont été développés des mécanismes incitatifs à destination des professionnels de santé comme des patients, parcours de soins, remboursement différencié des génériques, programme IFAC, incitation financière à l'amélioration de la qualité pour le secteur hospitalier. Alors, cette diversité des instruments, ce foisonnement des techniques d'intervention de la régulation soulève des questions sur leur capacité à atteindre globalement, ensemble, l'objectif de réduction des dépenses publiques et la capacité de faire évoluer durablement les comportements, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des établissements hospitaliers, qu'il s'agisse des patients. La tarification à l'activité a par exemple permis de réaliser des progrès indéniables dans la distribution des financements, mais elle a aussi pu encourager une course au volume, ainsi que dans certains cas des effets d'éviction. Un rapport qui vient d'être remis à la ministre des Solidarités et de la Santé au début de la semaine, et elle nous en parlera peut-être, propose à cet égard de réduire la part de la tarification à l'acte qui devra être complétée par une tarification forfaitaire axée sur la pertinence et la qualité plutôt que sur la quantité. Les questions soulevées par cette proposition devront être tranchées, mais elles mettent en évidence la nécessité de faire évoluer certains aspects du mode actuel de financement au profit des patients. En parallèle, le recours à des instruments plus souples et moins contraignants soulève à nouveau la question du contrôle de leur contenu et de leur application, notamment par le juge administratif. Dès lors que les recommandations de bonne pratique édictées en matière médicale peuvent avoir des conséquences notamment sur la tarification des actes, sur l'engagement de la responsabilité du médecin, le juge administratif peut être amené à en analyser le contenu lors de l'examen d'une affaire, ce qui interroge sur la nature, sur l'étendue du contrôle qu'il doit exercer. Alors, je ne voudrais pas développer davantage ces sujets qui seront, je n'en doute pas, évoqués dans le cadre des 2 premières tables rondes. Et je voudrais très chaleureusement remercier à la fois le président Jean-Denis Combrexel, président de la section du contentieux qui présidera la première, et Madame le professeur Marie-Laure Moquet-Angers qui présidera la deuxième. Je vais céder la parole à Jean-Denis Combrexel pour la première table ronde, mais en conclusion de mon propos introductif, je voulais une nouvelle fois me réjouir de votre présence nombreuse. La salle de la section de l'intérieur, celle des travaux publics, sont combles, ce qui montre le succès de ce rendez-vous. Le sujet est foisonnant, pose de multiples questions que je n'ai pu qu'évoquer très brièvement et sans doute partiellement. Je donne donc la parole au président des tables rondes. Je voulais aussi très chaleureusement remercier les intervenants qui, vous l'avez vu, sont de très haute qualité. Je les remercie pour avoir accepté de participer à cette journée et je voudrais remercier en particulier la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui nous fait l'honneur d'intervenir au cours de cette journée de débat, mais pas à l'heure prévue. Elle devait conclure, mais elle est mobilisée par le grand débat. Et comme ces grands débats, on sait l'heure de début, mais on ne sait pas l'heure de fin, il était douteux que, je dirais, engagée dans un tel débat, elle puisse revenir vers nous vers 17h, comme cela était prévu. Elle viendra donc à 11h15, ce qui va obliger à jongler entre la première et la deuxième table ronde, mais je suis très sensible à l'effort qu'elle fait d'avoir maintenu sa participation ici au Conseil d'État, car elle m'a dit « c'est un grand discours que j'aimerais faire » et je pense donc qu'elle a des choses particulièrement à nous dire. Je rappelle que dans une semaine, un peu plus, nous allons examiner dans cette même salle le projet de loi sur la santé qu'elle va présenter bientôt en Conseil des ministres. Merci donc d'être venus nombreux et je vous souhaite à tous de passionnants, de stimulants débats.